Aujourd'hui, je reçois Loïc de la chaîne Loïc MRT. Comédien de longue date, musicien et réalisateur, Loïc propose sur sa chaîne des vidéos humoristiques, tournant le plus souvent en dérision des sujets d'actualité. Pour de nos politiciens, dérives sociales, égos surdimensionnés des élites artistiques, rien n'échappe à Loïc et à son humour. Ayant un univers très varié, inspiré des plus grands artistes de notre ère, Loïc manie le verbe et la vidéo pour nous faire rire et réfléchir. Je vous laisse assister à notre entretien. Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel entretien avec un créateur. Donc comme dit dans la présentation, aujourd'hui nous recevons Loïc de la chaîne YouTube Loïc MRT. Monsieur, bonjour. Bonjour Geoffrey, merci de l'invitation. Eh ben merci à toi d'avoir accepté. Bon, la première question, c'est la pire d'entre toutes. Même les gens qui sont connaisseurs de cette émission, ils me le disent dans les commentaires, arrête de la poser, c'est trop gênant, même les intervenants ils en peuvent plus. Je vais te la poser quand même, ça me coûte hein, mais bon. Est-ce que ça va? Est-ce que ça... J'ai pas entendu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, enfin pour être honnête avec tous les spectateurs, en ce moment, comme on est dans une espèce de truc Covid, couvre-feu, tout ça machin, c'est fluctuant, voilà, c'est fluctuant, des fois ça va, des fois ça va pas, mais là aujourd'hui ça va bien, j'ai aucune envie de casser des trucs, tout va bien. Ouais voilà, tu me l'avais dit en aparté, aujourd'hui il a réussi à ne pas tuer quelqu'un, donc effectivement c'est un bon jour. Oh c'est un bon jour. Alors dans la présentation, j'aurais pris le temps de faire un rapide résumé, peut-être même trop succinct, mais bon, de qui tu es, de quelle est ton œuvre, etc. Mais je t'invite à renseigner un petit peu plus nos spectateurs sur des éléments que tu penses être importants te concernant. Bah, je dirais que l'élément qui peut-être est un peu mis de côté, en général, mais c'est normal parce que disons que c'est le côté YouTube qui empêche ça, c'est que je suis, enfin qui camoufle un peu ça, c'est que je suis principalement acteur quoi, principalement acteur comédien. C'est après, une fois lancé sur YouTube, que je me suis lancé dans la création de vidéos. Musicien aussi, donc ça, mais ça beaucoup moins sur ma chaîne, ça se voit beaucoup moins à part quelques reprises de chansons. Musicien, et on m'avait fait la remarque, et j'avais trouvé ça, c'était un compliment hein, pour le coup. On m'avait dit que j'étais un bouffon, mais pas le bouffon, wow t'es qu'un bouffon, non, le bouffon de celui qui dit la vérité en fait de manière comique. Le bouffon du roi. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit. Et du coup, j'ai pris ça comme un compliment. Donc moi je me définissais comme un clown, mais bouffon ça me va bien aussi. Donc je suis un gros bouffon. Mais tu entends bouffon dans le sens amuseur. Oui, amuseur, et aussi faire rire avec la vérité quoi. Avec ouais, voilà. Enfin, en tout cas, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est con dit comme ça, mais c'est quand même la vérité. Bien que ça paraisse un peu abscon, un peu abstrait. Qu'est-ce que c'est la vérité aujourd'hui? Tout le monde a sa vérité. Le truc un peu la con quoi, mais enfin voilà. Je pense que je fais des vidéos depuis 9 ans. C'est-à-dire pas depuis l'âge de 9 ans, mais depuis 9 ans. Ça fait depuis mes 18 ans. J'en ai 27 maintenant. Ça va faire 9 ans. 10 ans la semaine prochaine, 10 ans. L'année prochaine, 10 ans que je suis que je travaille sur des vidéos et tout ça. Voilà. Ok, bah ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Bah maintenant tu m'apprends. Et bah maintenant tu le sais. Maintenant je le sais. Voilà, comme ceux qui regardent, ils savent aussi. Exactement. Bon, la première question que j'avais envie de te poser, c'est une question qui aide un petit peu les spectateurs à situer la personne avec qui je m'entretiens. C'est une question qui va tourner autour de tes inspirations et de tes influences. Alors, elles se ressentent forcément dans tes sketchs, et tu en fais part aussi beaucoup dans tes lives hebdomadaires. Mais est-ce que tu pourrais nous en faire part maintenant et développer comment elles t'influencent dans l'écriture, dans la vie de tous les jours, etc.
Bah, c'est marrant que tu parles d'influence, tu termines par influence, parce que mon fond d'écran d'ordinateur, c'est le cas de Kaamelott. Donc, c'est pour... c'est en quelque sorte c'est une manière à moi de m'infliger ça, de me dire, Loïc, essaie d'écrire aussi bien que Kaamelott, quoi, parce que arrête un peu tes conneries, essaie de... Voilà, ça me rappelle toujours un peu le truc. Donc, évidemment, l'influence Kaamelott, mais ça, c'est la plus récente. Les influences que j'ai, ça a été principalement en premier vraiment le gros influenceur de l'époque qui m'a influencé, c'est Jacques Brel, avec parce que il a plusieurs œuvres et c'est quelqu'un de très complet, c'est-à-dire le chant, la musique, la composition musicale, le théâtre, le cinéma. Pas de roman, pas d'écriture parce qu'il trouvait qu'il était trop gamin pour écrire des textes et des romans et tout ça. Et puis aussi, bon, dans sa vie personnelle, donc le voyage, mais c'est-à-dire le voyage pas comme on l'entend aujourd'hui, mais le côté aller partir, je sais pas moi, partir du Havre et arriver au Brésil en voilier tout seul. C'est-à-dire il y a un côté l'aventurier, voilà, le côté aventurier. Ça, peut-être que je l'ai un peu moins, mais ça m'inspire beaucoup. Et puis sinon, bah Brassens, j'écoutais ça petit. Je me rappelle que tout petit, j'écoutais Brassens. Je comprenais pas tout, mais il y avait quand même une espèce de... Il y avait un petit truc. Étant petit, t'entends Brassens, ça te rassure, ça te fait rigoler aussi. Tu sens que c'est hyper joyeux. Ça dégage de très bonnes ondes. Et puis sinon, au niveau cinéma, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'aimaient pas le cinéma américain, enfin en tout cas qui trouvaient ça stupide, et qui m'ont bercé à De Funès, Bourvil, les films français avec des acteurs français, Depardieu. On aimait bien Depardieu. Moi je me rappelle petit, j'ai toujours aimé Depardieu. Enfin voilà, j'ai été bercé vraiment là-dedans, donc ça m'a forcément influencé dans l'avenir. Jean Gabin, Ventura, tout ça. Et puis, petite anecdote à propos de Sergio Leone. C'est aussi une très grosse influence que j'ai, Sergio Leone. Cinéma. Je connais pas assez le cinéma italien, mais du peu que je connaisse, je sais que c'est celui qui me parle le plus. Et pour Sergio Leone, il m'est arrivé un truc, c'est qu'un jour, je devais avoir, je sais pas, entre 17 et 20 ans, une connerie comme ça. J'avais déjà l'âge de conscience. Et, j'ai regardé Il était une fois dans l'Ouest. Et en regardant le film, je me suis dit, merde, je le connais ce film. Et je suis persuadé que je l'ai vu tout petit. Parce que il y a des moments, je me suis dit, mais ça, oui, ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Mais en fait, j'étais trop petit pour m'en souvenir. Mais une fois adulte, je sais que je l'ai vu. Et du coup, ce film, je l'ai vraiment vu 2 fois, dont une fois que j'ai complètement oublié, mais qui est revenu une fois adulte. Et ça m'avait fait ça avec Il était une fois dans l'Ouest. Et Le Bon, la Brute et le Truand. Et je sais que ça m'a fait ça avec ce film parce que quand j'étais petit, il y a une scène où c'est pendant la guerre de sécession, en tout cas, c'est pendant un combat. Il y a Clint Eastwood. Ça m'avait marqué étant petit. Voilà. Il y a Clint Eastwood qui s'approche d'un soldat qui est en train de mourir, quoi. Et il s'approche lentement vers lui. Je crois qu'il lui met une couverture sur lui. Et il a son cigare, il le prend et il lui donne. Et il lui fait tirer 2-3 lattes. Et ça m'avait tellement marqué étant petit que je sais que j'ai vu ce film petit, mais c'est quasiment que ça qui est resté, quoi. Et donc voilà pour les influences que j'ai. Donc l'influence primaire de Le Bon, la Brute et le Truand est qu'il est devenu un gros fumeur plus tard. Mais bon, alors... Oui, ça c'est... Mais ça, petit aparté, je suis persuadé quand même que c'est aussi... Ah, bon, il y a Lucky Luke aussi. Lucky Luke, ça m'a beaucoup... c'est un des personnages que j'aime le plus, j'ai l'impression, mais de presque tout confondu. Je sais pas, c'est... J'ai toujours rêvé d'être un cow-boy. Ça, c'est... Depuis petit, toujours rêvé d'être un cow-boy. C'est le... Je sais pas, c'est le truc. Et oui, il est fort possible que ces gars-là m'aient influencé au niveau de la cigarette parce que... Non mais je dis ça à moitié en rigolant parce que la première taffe de cigarette que j'ai tirée, je devais avoir... je sais plus, j'étais attiré par ça tout petit en fait. Je devais avoir 8 ans, 6 ans, un truc comme ça. Bon, y a toute la culture qui va avec, de justement, que tu as mentionné, avec tous ces hommes qui fument dans les films, surtout dans les westerns par exemple. Ah oui, ça fume pas mal. Bah oui, voilà. Une réaction au Lucky Luke avec Jean Dujardin ? De la merde.
Ok, très bien. Alors, Bon. alors si je peux me permettre, juste parce que c'est moi, Mais je t'en prie, je moi, t'en je te dis, prie. c'est qu'en fait Lucky Luke, moi j'aime beaucoup. Dujardin aurait pu faire un super Lucky Luke, clairement, hein, en tant qu'acteur, il aurait pu faire un super Lucky Luke. Bien sûr, Alors, bien sûr. c'est très très dur de faire Lucky Luke au cinéma, c'est vraiment casse-gueule. Avec les acteurs, c'est vraiment casse-gueule. Il y en a un avec Terence Hill qui est pas trop mal. Après, c'est pas non plus parfait, mais c'est très dur, faut reconnaître la performance. Ils ont eu le culot, et c'est bien, hein, avec Lucky Luke de Terence Hill, de le mettre tout en blanc, c'est-à-dire ils ont enlevé le chapeau, enfin non, le chapeau est blanc, mais ils ont enlevé la veste noire, la chemise jaune, voilà. Ils ont fait un Lucky Luke tout en blanc, il y a Joey Jumper qui est tout en blanc, donc c'est bien. Ça rappelle un peu l'expressionnisme allemand, si je dis pas de bêtises, le gentil en blanc, le méchant en noir. Et Oui. donc c'est bien, c'est bien. Il y a les Dalton qui sont réussis dans le film de Terence Hill, ils sont réussis parce que ils se ressemblent pas, mais il y a Joe et tout ça, enfin, c'est super. Et dans Lucky Luke, avec Dujardin, ce qui m'a le plus flingué, c'est qu'on en a fait, ils en ont fait un personnage mou, un personnage fragile, un personnage complètement je suis Lucky Luke. Non, Lucky Luke, il est pas plaintif, il est solitaire. Ouais. Il est solide, mais en même temps, il a quand même une grande sensibilité. Lucky Luke a une sensibilité. C'est un personnage assez complet, mais en même temps, c'est. Et puis il est dépendant d'une nana, Lucky Luke. C'est ça que j'aimais quand j'étais petit, c'est que Lucky Luke, les nanas, les jolies femmes, quand il les voyait, il faisait oui, non mais écoute, moi je repars sur mon cheval, allez, salut, tac, 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 et puis. Et ça me plaisait étant petit parce que je me disais, ouais, lui, il se fera pas avoir, ouais. Mais c'est peut-être pour ça qu'on le voit de dos, c'est parce qu'à chaque fois qu'il s'en va, c'est qu'il est en train de pleurer. Oh putain, j'ai encore raté. Oh. non mais oui, c'est possible, hein. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, bon, j'ai trouvé ça dommage. Il y a peut-être Prévost, parce que Daniel Prévost, je crois qu'il joue dedans. Il y a Prévost qui joue dedans, je le trouve bien. C'est peut-être je sais pas. Voilà. D'accord. Bon, prochaine question. Dans le contexte social et culturel qui est le nôtre, est-ce que tu penses qu'il est important de mettre en avant ce genre de figures et ce genre de valeurs, etc. Tu veux dire tous les gars que j'ai cités comme Ventura, Gabin... Toutes ces influences, etc. effectivement. Bah écoute, Gabin, ça me fait penser... pour l'histoire, il était... pour te répondre, hein, Gabin, il était parti à la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et il était déjà connu à cette époque, si je dis pas de bêtises, et il avait demandé pas un poste planqué, pas un poste peinard. Lui, il voulait être au front avec les gars, ou du moins, enfin, cette paire de couilles, enfin, je veux dire, ce mec, cet exemple à suivre pour quiconque, hein, vis-à-vis de... Enfin, après, on peut très bien refuser d'aller à la guerre, mais là, enfin, c'est génial. Ce qui est dingue en fait, c'est qu'aujourd'hui on se dit que Gabin serait traité de tous les noms, alors que le mec a réellement combattu le fascisme et le nazisme qui grandissait en Europe. Enfin, il a combattu avec les armes, enfin, il y est allé, puis il faisait des films, enfin, c'est monstrueux. Et aujourd'hui, sans vouloir... je m'en fous. J'allais dire sans vouloir clasher qui que ce soit dans le cinéma français, mais j'en vois pas un qui ferait ça. J'en vois pas un et ça manque. Et pour rejoindre avec Lino Ventura, que j'aime énormément, que j'ai appris à aimer, dire petit c'est pareil, je voyais Lino Ventura, je sais pas, ça me dégageait de bonnes ondes, je me disais ouais, il va foutre des torgnoles. Et puis, et en grandissant, je me suis dit, ah ouais mais c'est beaucoup plus que ça, c'est ok, il fout des baffes, mais ah putain les baffes, il fout des sacrés baffes, mais... C'est quand on se renseigne un peu sur son histoire, il a eu le besoin étant petit de redorer son nom, parce que son nom Ventura avait été sali de par son père, si je dis pas de bêtises, parce qu'il a été abandonné ou tout ça. Enfin, il y a une histoire très personnelle là-dedans. Et il a voulu redorer son nom et en faire quelque chose de méga classe. Et maintenant, quand on dit Lino Ventura, tu sais, ça sonne tellement bien. Donc il a réussi son coup. Il y a une grande dignité, il y a vraiment quelque chose de très grand chez ces hommes. Et que ce soit chez Jacques Brel aussi, enfin bah voilà, tous les gars que j'ai cités, Brassens aussi, mine de rien. Il y avait quelque chose de digne, de grand, et de libre aussi. Il y avait ça. Oui. Et aujourd'hui, je vois très mal
les acteurs faire ça. Donc, en tout cas, pour parler des acteurs en France, il y en a peut-être qui seraient capables de faire ça, mais... Et pour faire le pont, je dirais qu'un gars qui se rapprochait, qui a connu ces gens-là, qui est Depardieu. Oui. Depardieu, s'il a quitté la France, c'est parce que clairement ça devient un trou à merde. C'est parce que c'est un gars qui aime énormément la France, qui aime énormément la culture française et tout ça. J'ai l'impression que Depardieu, c'est un ovni qui à une époque était dans cette époque et qui aujourd'hui paraît comme un ovni et il a l'air complètement perdu et complètement à la ramasse parce que c'est parti dans un délire. Et donc voilà, donc ouais, je pense, pour te répondre, je pense que c'est important de voir en fait là où de là où j'allais dire de là où on vient, mais c'est plutôt de là où on vient en tant que acteur, enfin l'influence que ça a eu sur les gens, pas forcément que des acteurs. Je sais que à l'époque de Ventura, t'imagines, t'as une époque, t'allais au cinéma, tu pouvais voir un film de Funès, un film avec Ventura, c'est énorme. Tu dis Ventura à l'affiche, qu'est-ce que je vais regarder? T'es quasi certain que ça va être sympa. Ça va peut-être pas être forcément génial, mais ça va être bien. Et aujourd'hui, je vois ce que tu veux dire. Je m'excuse, mais Pierre Ninet, il me vend rien. Pierre Ninet, il me vend rien. Non, Oui. C'est même pas méchant contre lui, mais même Vincent Lacoste que j'aime bien. Ouais, enfin non, en fait, j'ai un film avec Vincent Lacoste. Ouais, super, salut. Mais c'est même pas de la jalousie ou autre, hein, c'est vraiment un ressenti. Ça manque de je sais pas, de force, en fait, de force et de présence, quelque chose qui claque, quoi. Du coup, petite question, Dupontel, on aime pas? Ah, j'aime bien Dupontel, c'est vrai, tu fais bien de le souligner, j'aime bien Dupontel, j'aime beaucoup Dupontel au final. C'est pareil, lui il a un petit côté un peu ovni. Enfin, c'est pas ovni parce qu'après ça va être utilisé à tort et à travers ce mot, mais il a un côté un peu à part, voilà, il a un côté un peu à part que j'aime bien. J'ai vu son dernier film Adieu les cons, qui est sympa comme tout, qui est très très... Enfin, j'ai vraiment passé un super moment, tu sais, c'est la dernière fois que je suis allé au cinéma, c'était en 2020, quoi. Et en plus, j'y vais rarement au cinéma. Mais bon, j'ai un pote à moi qui me fait, vas-y, on y va, on va voir ça et tout. Et j'étais posé dans la salle, je me suis laissé emporter, quoi. Super film, vraiment super sympa. J'avais même vu Au revoir là-haut. Très bon film aussi. Non, Dupontel, bien. Très bien Dupontel. Mais ce qui pourrait rendre encore plus fort Dupontel, ça serait peut-être quelqu'un qui a une influence à l'ancienne, tu vois. Alors là, je pense que ça... Oui, tu vois. Mais malheureusement, ça ne peut plus parce que on ne peut pas. Hein, voilà, on voit ce qui se passe quand un acteur, aussi populaire qu'il soit, Franck Dubosc, essaye de défendre quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après, il fait tes cheveux et il dit pardon, excusez-moi, j'ai dit des bêtises. Il avait essayé de défendre qui, Dubosc? Les Gilets jaunes. Il avait dit non mais regardez ce qu'ils sont en train de faire, il se passe quelque chose. Et 2 jours plus tard, je sais plus, je crois que tu le voyais chez Touche pas à mon poste ou un truc comme ça, il disait ah non, je n'ai jamais rien dit, enfin. Christine, Saint, voilà, ça y est, regardez, je fais encore des blagues sur les femmes, c'est marrant. Bref. Et tu penses que c'est dans ce sens-là, toi parce que moi, ça m'aurait... J'ai peut-être raison, mais moi, j'ai plus vu ça comme de l'hypocrisie, en fait. Ah oui, non, moi je pense que... Enfin, c'est ce que je pense, mais je pense qu'au début, c'était vraiment... il avait vraiment envie de défendre ça, et puis au final, il a vu que... Il se faisait traiter de tous les noms, son agent il a appelé, il a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Vite, fais quelque chose !» Oui, c'est possible. C'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est possible. La prochaine question que j'avais envie de te poser, elle fera le lien entre ce qu'on vient de parler et les prochaines questions. Est-ce que tu as reçu un enseignement particulier au métier de l'audiovisuel? Une fac, un BTS, quelque chose? Et c'est bien que des cours du soir C'est bien que tu précises fac, parce que à chaque fois je dis non, mais en fait j'ai fait un an d'art du spectacle à l'université de Caen. Aussi. Voilà. et du coup, cette année de fac, en fait, je l'ai redoublé. Et parce que voilà, je sais pas, enfin. Donc je dirais que j'ai eu quand même quelques tuyaux, quelques petits trucs qui me sont restés, notamment le fait de considérer un film.
enfin, j'ai plein de petites phrases en fait qui m'ont été données par des profs. Pardon, par des profs qui étaient très bien, hein, il y avait quand même de très bons profs. Mais disons que pour devenir critique de cinéma, c'est la bonne voie. Pour devenir une espèce de frustré parce que t'arrives pas à te faire des... T'arrives pas à faire des films, t'arrives pas à faire à te faire des contacts, mais je parle même pas de contacts élevés, juste des potes. T'arrives pas à te faire des potes pour faire des courts-métrages ou des machins. Bon bah tu finis prof de théâtre, art du spectacle. C'est méchant ce que je dis, c'est parce que j'ai eu une prof qui était... Non. Voilà, j'ai toujours une dent contre une prof qui était un peu une connasse, donc... Voilà, mais bon... Non mais on prend petit bonjour à la prof, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes une connasse. Mais voilà, bref. Donc, 1 an de fac. Voilà, 1 an de fac, plus, mais en fait, sinon, c'est généralement autodidacte, quoi. C'est... Comme je t'ai dit, à 18 ans, 17... Ouais, à 18 ans, avec des copains, ça c'est la petite histoire. Avec des copains, on s'est dit... Enfin, c'était un pote qui m'avait dit hey Loïc, vas-y, on fait une web-série et tout. C'était en 2012, hein. On fait une web-série, ça s'appelle On trouvera un nom, tu feras un tueur à gages et tout, qu'est-ce que t'en penses? Là, le pitch, c'est un mec, il couche avec des gens et ces gens, ils deviennent communistes après qu'il ait couché avec. Ouais, voilà, ouais, c'était le pitch. Cette série n'est malheureusement plus disponible sur Internet parce que je ne suis pas propriétaire des épisodes ni même de la chaîne. J'ai eu à un moment les commandes de la chaîne, mais bon, voilà. C'est passé. Elle n'est plus disponible malheureusement. Parce que c'était vraiment un délire d'ado. On était ado à 18 ans. On a arrêté à 20. À peu près à 20 ans. Et... parce que ça correspond plus au... comment dire? Comment le dire sans le dire? Ça correspond plus aux critères politico... politico genre LGBT du réalisateur de base. Ah, d'accord. Très bien. C'est-à-dire, lui, il a fait le grand chelem. Il ne se reconnaît plus dans sa propre œuvre. Ouais, non, mais lui, il a fait le grand chelem. Je vais rien dire de plus sur lui, je vais pas le nommer ni rien, mais il a fait le grand chelem. Il est passé d'une série complètement what the fuck à la Groland, Monty Python, trash, dans les mots, ça, à politiquement correct, plus. Ah, il travaille à Canal, d'accord, ok. Bah, fallait le dire plus tôt. Il pourrait, peut-être qu'un jour, il travaillera à Canal, on sait pas. De toute façon, je le dirai. Hein. J'ai les images, je m'en fous. J'ai les captures de... j'ai les copies de page écran, attention. Non, j'ai les courts-métrages, c'est tout. Ah, d'accord. Enfin, voilà. Pour revenir très rapidement sur ce que tu disais par rapport au contact, etc., mais c'est exactement ce que disait Mandrill dans une de ses interviews. Il disait ces gens-là ne sont pas devenus maîtres dans l'art qu'ils essayent de maîtriser. Ils sont devenus maîtres dans la communication. Ils sont devenus maîtres dans le fait de faire parler d'eux et d'avoir des amis autour d'eux. Mais ils sont très forts parce que médiatiquement, c'est eux qu'on met en avant. C'est pas l'art contemporain, c'est l'art de certains contemporains. Et l'art contemporain qui est maintenant mis par les médias et par l'économie, qui valide, c'est pas l'art des dessinateurs. Est-ce qu'ils maîtrisent plus justement les codes des médias? Communication, mais oui, c'est voilà, ça. Plus que leur propre art. Et c'est ça la véritable performance au final. Et ça, moi je pense que la véritable performance, et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves, c'est que quel que soit ton talent, cette valeur travail, ça ne vaut rien si tu sais pas vendre ton cul, quoi. Et c'est exactement la chose dans laquelle on est aujourd'hui. Ouais, tu parles de gens qui sont aujourd'hui acteurs ou... Oui. Ouais, oui. Tout ce qui est artiste sortant des facultés, c'est pas... Le but d'aller dans ce genre d'université, c'est pas du tout pour essayer d'apprendre des choses, c'est vraiment pour se faire un agenda. Oui. Un carnet d'adresses. Non, bah oui, moi j'étais naïvement, je me suis dit, bah je vais à l'université, je vais apprendre des trucs. Bah non, loupé, pas de bol. Et compte tenu de ça, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire d'avoir un enseignement particulier vis-à-vis de ces métiers pour pouvoir produire par la suite des œuvres et ainsi transmettre avec efficacité le ou les messages qu'on veut transmettre? Bah, je pense qu'il y a plusieurs écoles.
C'est-à-dire que moi j'ai énormément d'admiration et de respect pour un homme qui était Orson Welles, Oui. parce que il a prouvé que c'était en étant acteur, comédien et réalisateur qu'on pouvait sortir un film qui cassait des gueules, parce qu'il y a tout. Il y a tout en fait. C'est-à-dire que pour moi, je fais une petite aparté vite fait, enfin je me perds, mais pour moi, quand t'es réal, il faut que tu sois un minimum comédien pour comprendre un peu le fonctionnement du truc. Voilà, c'est un peu, si tu veux faire de la pâtisserie, il faut déjà être un petit peu boulanger. Sinon, tu vois, je fais un parallèle à la con, mais voilà. Et du coup, est-ce que... en fait, l'école d'Orson Welles, c'était... lui, ce qu'il disait, c'était... il faut que l'œil soit le plus vierge possible pour pouvoir s'exprimer correctement avec une caméra. Donc, avoir vu le moins de films... Enfin, tu sais, il faut que ce soit le plus vierge possible. Et il y a l'école... il y a une autre école, et je sais que Claude Lelouch, que j'aime beaucoup en tant que réalisateur... j'aime vraiment beaucoup Claude Lelouch en tant que réalisateur, a dit qu'en fait c'est comme un coureur, en fait il faut courir beaucoup pour pouvoir courir un marathon. Bon, c'est pareil pour le cinéma, il faut en voir beaucoup pour pouvoir en faire. Et il y a deux écoles, et moi j'arrive pas tellement à me décider là-dessus. J'aime beaucoup l'avis de Orson Welles et l'avis opposé de Claude Lelouch ou même d'autres. J'aime beaucoup les deux avis, j'arrive pas à trancher. Je dirais que l'important, je crois que les deux se rejoignent sur un point, c'est l'important, c'est de faire. Quand il s'agit de pratique, je crois que c'est de faire, c'est de tenter le truc. Et là, je rejoins, je fais le pont avec Jacques Brel. L'important, c'est d'y aller, de foncer, de se péter la gueule. Si le rêve est noble, et c'est urgent d'y succomber, quoi. Si le rêve est noble, il est urgent d'y succomber. Et si le rêve, c'est de transmettre des histoires, de faire rêver un peu les gens avec une caméra et tout ça, je pense qu'il faut foncer, quitte à se péter la gueule. C'est-à-dire qu'au début... et aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable avec YouTube. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Si l'œuvre, après, si les trucs qu'on a fait... Moi, j'ai fait un 30 jours, 30 vidéos au début. Je sais qu'il est nul. Je l'ai complètement supprimé. Voilà, c'est pas grave. Faut avancer. Et l'important, c'est de faire, je pense. D'accord. Et du coup, à ton niveau, est-ce que tu peux nous renseigner sur les différents obstacles que tu as pu rencontrer au fil de ton apprentissage et comment tu as réussi à les surmonter, si tu les as surmontés? Ah oui, si je les ai surmontés. En fait, tu veux dire vis-à-vis de YouTube ou de manière globale? De manière globale, en fonction de... Parce que on partage un petit peu la même expérience. Je sais que par exemple, ne serait-ce que pour pouvoir faire un court-métrage dans sa propre région, si on veut faire ça dans les normes et dans les clous, il va falloir se confronter à beaucoup de choses que tu n'apprends absolument pas à l'université. Donc c'est-à-dire aller voir les boîtes d'audiovisuel, aller voir tous les centres qui peuvent te permettre d'avoir des fonds, ou ne serait-ce que de commencer à te faire des contacts. Donc voilà, ça peut être juste sur YouTube, ça peut être juste de manière globale, ou ça peut être les deux. Moi, je dirais que la grande force que j'ai eue à une époque, c'était qu'on était plusieurs et que c'était une bande de potes qui m'ont lâché. Ça fait partie des obstacles, voilà, je vais faire ça dans l'ordre. Donc à 18 ans, la bande de copains. Il y a des copains qui ont arrêté parce que c'est plus tellement mon truc. Ok, il n'y a pas de souci parce qu'on avait un noyau solide, on était vraiment 3. C'est comme ça, au début on était 3-4 à être vraiment solides, soudés. Puis après on était 4, puis après 3, puis après 2. Et là ça commence à puer, c'est-à-dire qu'on est on était deux à tenir vraiment le truc. Et on avait une entente qui était assez particulière. Et du coup avec l'espèce de troupe, c'était un peu comme une troupe de théâtre qu'on avait, hein, et on avait des idées, tout ça machin. Et sans jugement politique ou autre, le gauchisme est arrivé. Et parce que je dis ça parce que c'est très important ce qui s'est passé. On avait fait un court-métrage et il y a certaines... c'est une équipe. Un court-métrage, c'est une équipe. Il y a les acteurs et tout machin. Chacun a son rôle, chacun est défini, machin. Mais moi, je suis le premier à reconnaître que si le gars a l'idée, il a l'idée en premier, il a écrit le truc, il a dirigé le truc, c'est-à-dire qu'il a fait vraiment, il a amené toute son énergie, tout de lui pour créer quelque chose de sympa. Et qu'en plus, il ne joue pas dedans, tu vois, donc en fait, il n'y a pas cet ego trip de « Ah, c'est moi, regardez-moi ». Donc voilà, il donne tout ce qu'il a, et à un moment, il y a une gauchiste qui a dit
ah mais non, il n'y a pas de... Comment elle avait dit ça? Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... En fait, le film, il nous appartient tous, machin. Tu fais, oui, d'accord, mais... Tu vois, en fait, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Non, mais Il y a un côté... et le gars, c'était moi, hein, bon. Le- D'accord. C'est-à-dire que c'était pour un festival de court-métrage. Je conseille les gens de tenter la chose. Ah non, c'était pas un festival, c'était des défis qu'il y avait sur Caen. C'est-à-dire, c'était 48 heures pour faire un court-métrage ou genre de truc. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est très sympa à faire. Hein. Allez-y, ceux qui ont des doutes, allez-y, foncez. C'est très sympa. En tout cas, c'est sympa. Enfin, voilà, c'est bien comme exercice. Et je sais plus le nom. Marathon du court-métrage, c'est ça, putain. Marathon du court-métrage. D'accord. Donc c'est vachement bien. Et du coup, en fait, tu voyais les mecs, ils arrivent pas à trouver le truc, et toi, t'es là, t'arrives un peu comme un sauveur, entre guillemets. Je sais, on va faire comme ça, parce que le temps passe, t'as 48 heures ou t'as 72 heures pour faire un film, tu sais. Puis on sait pas, putain, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, t'écoutes toutes les idées de tout le monde, t'organises le punch dans ta tête, tu formes le truc, et tu fais, là, voilà, j'ai ça, les mecs, on fait ça. Les mecs, oh ouais, trop bien, vas-y, on fait ça et tout machin. Ah, mais le film nous appartient tous. La prochaine fois, tu fais sans moi, du coup. Parce que du coup, ah non, mais le prends pas comme ça. Je le prends déjà comme je veux. Et puis, de Zio, je veux dire, j'aurais pas eu. Bon, voilà. Et ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, Loïc, là, ça pue. Parce que. C'est une question d'ego, en fait. C'est une question d'ego, mais à la communiste. C'est-à-dire, tout le monde est son ego. Tout le monde... Non mais, attends, arrête. Faut quand même reconnaître. Là, par exemple, je sors d'un... Enfin, j'ai bientôt un film semi-pro, je dirais. Faudrait que je joue avec le réalisateur, qui est devenu un ami. Bon bah, moi, je sais que c'est lui qui a tourné le truc, c'est lui qui a écrit le truc, c'est lui qui a participé au montage. Moi, je suis comédien dans ce film et j'ai participé au dialogue de mes scènes à moi et même, enfin j'ai lu le scénar et tout machin, j'ai participé un peu au truc, mais ça me paraît infime comparé à tout le boulot qu'il a fait. Et jamais j'irai dire ce film nous appartient à tous. C'est à la limite à lui de me dire ça, et je sais qu'il le pense comme ça, mais c'est son film, c'est son film à lui, c'est lui qui l'a cadré. Voilà, moi je suis qu'un outil parmi tout ça. Et bon, voilà, en fait, si on n'arrive pas à définir correctement les rôles, parce que c'est ça qui est important, si on n'arrive pas à définir correctement les rôles, et s'il y en a quelques-uns qui sont égo trip, qui sont en mode ah mais sans moi et tout, comment, machin, ça se pète la gueule, parce que je dis ça, mais moi j'ai pas été comme ça, j'ai pas dit ouais mais sans moi ça n'aurait pas fonctionné. J'ai eu cette réaction après quand on m'a rejeté et qu'on m'a dit non mais en fait quand on te fait comprendre un petit peu que ouais mais tu vois tout le monde est présent et c'est important tous, tu vois. Enfin, c'est moi quand même qui ai apporté la solution aux 10 problèmes. Merde. Est-ce que je peux avoir un peu de crédit au bout d'un moment? C'est juste Est-ce ça. que mon nom va être au générique? Ouais, c'est presque ça. Est-ce qu'on va mettre mon nom? Parce que moi, je veux bien qu'il y ait le vôtre, mais est-ce qu'on va mettre mon nom? Parce que à ces conditions, on met pas de nom et on met la troupe de machin et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça. Le générique qui ne durera pas 3 minutes, 3 interminables minutes, par exemple. Voilà. Et oui, c'est ça, parce que c'est chiant le. Oh, et puis qu'est-ce qu'on s'en fout? Et pour te répondre, parce que je sens que je me perds un peu, pour te répondre, ça c'était une des premières difficultés que j'ai eues, c'est les relations humaines en fait. Tu dis, ah ouais, il y a de l'ego dans ce métier, c'est moche. Ah mais c'est moche. Il y en a beaucoup trop, malheureusement. Parce qu'en fait c'est pas un problème si tu veux, moi j'ai rencontré des mecs qui avaient un ego qui m'ont dit, ah mais écoute, moi j'ai un ego surdimensionné, moi j'ai fait, Oui bon. Moi c'est à peu près pareil, hein, mais on est conscient de ça et on cherche pas à briller. Ça me fait penser au rappeur. Ah, je voulais juste briller là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, la vidéo YouTube. Oui. On n'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand on a compris ça, on se dit attends, qu'est-ce que je peux faire pour? Comment je vais faire pour? Et tu mets ce que t'es, c'est-à-dire quand même ton ego et tout ça, au service du projet. Bah, j'insiste là-dessus. J'avais entendu ça, je sais plus trop où, mais c'est important de mettre son ego au service du projet et non le projet au service de l'ego. Je trouve que ça résume vachement bien la chose et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Si vraiment t'as un ego assez grand et que tu mets tout ce que t'as dans le projet, c'est bien parti.
en général c'est bien parti. Mais si tu mets le projet au service de tout, c'est-à-dire c'est moi, réalisé par Loïc Emerté, écrit par Loïc Emerté, joué par Loïc Emerté, produit par Loïc... Eh oh, tu mets un film 2, et puis basta. Eh non mais oui, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et sur YouTube alors? Et ben justement, c'est la suite logique de ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais cette D'accord. petite troupe, et à un moment je me suis dit, allez, je me lance sur YouTube, influencé par Monsieur Teddy Boy RSA, je précise quand même. Je me suis dit, allez, je me lance, c'est parti. Et là, à ma grande surprise, moi qui croyais avoir des amis qui allaient me soutenir et qui allaient me dire, ouais, cool, allez, tout. Parce que le projet que j'avais eu, moi, c'était, j'ai ma chaîne YouTube, et au moment où j'arrive au nombre d'abonnés que j'ai maintenant, donc pas 10 000, mais bon, bientôt, j'espère. Même pas forcément 10 000, mais même à arriver à un certain moment, j'aurais appelé mes potes, j'aurais fait venez les gars, on fait des courts-métrages, on éclate tout, on s'éclate et on fait de la qualité parce que plus on est, mieux c'est quand même. Et on a fait quand même des trucs que j'ai trouvé plutôt sympas et on se bougeait le cul. On essayait de faire un moment tous les deux avec mon ancien collaborateur, on essayait de faire un court-métrage par semaine si je dis pas de bêtises. Ou par mois. Au début, c'était par semaine. Puis Ouais. après, bon, c'est-à-dire lui, il était étudiant. Moi, j'avais d'autres trucs aussi à côté. Enfin, on parlait de court-métrage, hein, pas de. C'est-à-dire avec une mise en scène, avec des personnages et tout ça, machin. On essayait de faire ça. Et du coup, quand je me suis lancé sur YouTube, tous ces gars-là m'ont abandonné. Ils m'ont laissé tomber en mode. C'est-à-dire, moi, je pensais que j'allais être soutenu. Mais les mecs, en fait, m'ont mis des bâtons dans les roues. En mode, mais de toute façon, t'y arriveras pas. Et puis, pourquoi tu te lances sur YouTube? YouTube, c'est nul. T'as vu ce qu'il y a sur le machin. Et là, je me suis dit, ok, trace ta route, Loïc, parce que tu vois bien que les mecs, ils sont en mode, tout nous appartient. Mais par contre, individuellement, ils valent rien. Et ce groupe aujourd'hui, alors là, c'est l'ego qui parle. Vraiment, c'est l'ego qui parle. Ce groupe aujourd'hui n'existe plus. C'est-à-dire que le groupe de... Même eux entre eux, ils ne sont plus. Il n'y a plus de créateurs, il n'y a plus rien. C'est les deux moteurs. Il y avait deux moteurs dans ce petit groupe-là. C'était moi et l'ancien collaborateur. Quand je me suis lancé sur YouTube, alors cette petite anecdote, c'est un signe. J'ai pris ça comme un signe divin, si tu veux. Je savais pas si je devais lâcher ce mec. Je l'ai lâché. J'ai fait non, écoute, j'en peux plus. Tu me prends la tête, t'es infernal, tu tiens pas en place, c'est infernal de te gérer. Je préfère couper court, voilà, désolé. Et quelques jours plus tard, j'ai fait un buzz sur YouTube. Je suis passé de 250 à 3000 abonnés. C'était sur une vidéo qui est plus disponible maintenant, mais c'était à propos du mec là, le non-binaire libanais. J'avais fait une vidéo explicative là-dessus, un petit peu en mode critique, et j'avais atteint 180 000 vues à l'époque. Ah, pas mal. Ouais, et puis bon, je l'ai retiré parce que ça correspond plus du tout à ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, à partir de là, ça a décollé. Ça, la suite des choses est arrivée. Donc j'ai vu ça comme un signe, c'est-à-dire débarrasse-toi des amis qui n'en sont pas et qui sont des boulets, et concentre-toi sur ce que tu as à faire. Et puis de toute façon, j'ai fait des rencontres, et c'est pour ça que je suis en train de parler avec toi là maintenant. Et c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est différent. C'est bien aussi. Voilà, donc les obstacles que vous pourrez rencontrer si vous vous lancez, c'est la perte des potes que vous avez, parce que les potes, ils vont être un peu jaloux, parce qu'ils n'ont pas le courage de se lancer. Ça demande un minimum de courage, hein. C'est-à-dire, tu montes ta tête, t'as peur, tu peux te prendre des remarques, tu peux te prendre des... Bon, faut se lancer, et lancez-vous si vous en avez l'envie. J'ai même un ami qui s'était lancé, qui s'est dit tiens, je vais faire comme Loïc, 30 jours, 30 vidéos. Il n'est pas allé jusqu'au bout, mais au moins il sait que c'est pas forcément fait pour lui, et puis voilà, il continue sa route. Très bien. Au moins il s'est lancé. Au moins il a Voilà, tenté l'expérience. il a tenté. Très bien. Prochaine question. Est-ce que tu as un avis, même si j'ai envie de penser que bon, c'est un effort que même moi j'ai pas envie de faire, mais on ne sait jamais, quelquefois que tu sentes l'envie de vraiment en parler. Est-ce que tu as un avis sur l'état actuel du YouTube français, ou pour être plus précis, de l'état actuel de la production et de la consommation du contenu sur YouTube par les Français ou étrangers?
Bah, là en plus c'est intéressant parce qu'on est dans la période où Emmanuel Macron a fait un tour de force assez intéressant avec McFly et Carlito. Donc en fait, la période où moi je me suis lancé, c'est la période où Teddy Boy avait sorti une vidéo qui m'avait marqué, qui disait depuis les élections 2017, il y a une politisation de YouTube. Et ça alors c'est catastrophique. Hein. J'en ai rien à foutre. Non, j'en ai rien à foutre, non. Non, non. À la limite, voilà, Non, j'en ai rien à foutre. Je suis arrivé sur YouTube pour faire de l'art. J'avais une manière de penser, un truc à dire. Et l'audiovisuel, c'était quelque chose auquel je m'étais attaqué un petit peu, mais pas au point de le maîtriser. Et j'ai conscience que dans ma situation, reprendre une vidéo sur ma chaîne, en plein milieu des élections, entre les deux tours, m'oblige à me positionner. Dans les 5 ans à venir, j'ai conscience qu'on ne pourra pas commencer sur YouTube sans se positionner politiquement. On ne pourra pas faire de l'art, parler, exister, transmettre un message, sans passer par le prisme de la République. Une politisation de YouTube, et c'est... Comment dire? Parce qu'en fait, moi, quand je me suis lancé, j'ai compris qu'il fallait que je me positionne à un moment. Il fallait se positionner. Et moi, à l'époque, et encore un peu aujourd'hui, j'ai toujours un bon fond anarchiste, un peu à la Brassens et à la Jacques Brel et à la Audiard aussi. Audiard, qui était anarchiste de droite. Et du coup, bon, voilà, j'avais cette influence-là et je me suis dit, tiens, je vais me lancer là-dedans et au moins, je vais me positionner comme ça. Et au fur et à mesure, bah, tu évolues politiquement, tu fais des rencontres, tu te rends compte que les gauchistes ne sont que des sales gauchistes et sont cloîtrés comme ça, et ceux qui te tendent la main, c'est généralement des mecs à droite. Et ils se disent, oh, il est bien lui, ouais, ok, non mais il est bien. Et moi, ça m'a fait cet effet-là. Et bah, du coup, tu te politises aussi personnellement, ton dialogue se politise, et moi, je fais le travail là aujourd'hui de freiner le truc et de me redépolitiser, ce qui est plus compliqué encore que de se politiser tout court. Et puis de toute façon, comme je te disais avec McFly et Carlito, c'est que les mecs sont là, non mais on n'est pas politique, hein, c'est pas vrai. Ouais mais t'invites le président de la République, après il vient me dire que c'est pas politique. C'est peut-être l'acte le plus politique qu'on puisse faire sur YouTube. C'est sûrement, c'est même l'acte le plus politique qu'on puisse faire sur YouTube, c'est d'avoir Emmanuel Macron, le président de la République française, dans une de tes vidéos qui te dit, qui fait un concours d'anecdotes. C'est l'acte le plus politique, il n'y a pas plus. En fait, parce que le président de la République, il est politique, c'est tout, c'est la figure. Oui, voilà, c'est son statut. Hein. C'est l'homme, là, tout. Donc bon, c'est un peu prendre les gens pour des cons. Et je pense que pour le public YouTube, je pense qu'il est encore jeune. YouTube, c'est, mine de rien, c'est encore jeune, hein, quand on regarde au niveau de l'histoire tout court des vidéos, de la diffusion, tout ça, c'est encore un truc qui est assez jeune. Le cinéma même, c'est jeune. Ça a 100 ans et à peine, ça a même pas de 150 ans. Donc c'est jeune. Voilà. Je pense qu'il faut... Il va y avoir un temps d'adaptation, je suppose. En tout cas, j'espère. Parce que ça me fait penser McFly et Carlito, les mecs ils disent non je suis pas politisé mais j'invite le président, donc en fait les gens plus tard ils font ouais je vais voter mais je suis pas politisé. Oui, on peut arriver à ça, malheureusement. Mais je me demande même si c'est pas une bonne chose en fait au bout du bout qu'on n'est pas politique, que YouTube c'est pas politisé. Enfin c'est politisé. Je me demande si c'est pas une bonne chose au final, parce que moi ça m'a forcé, mais tant mieux, hein, ça m'a forcé à comprendre un peu les mécaniques politiques, à me trouver politiquement, sans juger les autres, hein, chacun... Je tape sur les gauchistes, mais là j'ai envie aussi de taper sur les droitards. Hein, et je le ferai, je pense, à l'avenir. Je pense que c'est une bonne chose, parce que comme on vit dans une démocratie, enfin faut le dire vite, hein, mais démocratie, il faut que tout le monde s'intéresse à la politique. Et peut-être que le fait que YouTube, qui est un outil pour la jeunesse,
peut-être que ça va les forcer à se dire mais c'est quoi la gauche? Mais c'est parce que quand t'es jeune et que t'es complètement vierge de ce truc là et que tu t'es pas influencé émotionnellement, comme moi je l'ai pas été, j'ai pas été influencé émotionnellement, parce que c'est ça en fait le truc. Tu te dis mais qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que le communisme, c'est quoi l'anarchie, c'est quoi le capitalisme, c'est quoi le fonctionnement économique c'est quoi, comment ça fonctionne, pourquoi il y a eu des rois, pourquoi il y a eu les révolutions. En fait tu te poses un tas de questions et t'arrives à trouver des réponses, et je pense que ça peut être une bonne chose. Enfin, peut-être que je me trompe, mais... Donc, le public YouTube va grandir. Et disons qu'en fait, les gars comme McFly et Carlito sont lancés pour faire des vidéos pour ados toute leur vie. C'est-à-dire que je les vois très mal. Ils pourraient, mais... Après, c'est pas mon problème. Mais je les vois très mal faire un... Oui, vas-y. Oui. Il faut choisir. Ou tu sors ou je te sors. Mais non, mais c'est des Michael Youn de l'internet, en fait. Oui, en soi. C'est des éternels adolescents qui ne pourront jamais rien faire d'autre. Je sais pas si tu avais vu. Oui, c'est Michael Youn d'ailleurs, il me semble. Je crois que c'est lui. Oui, il avait fait un film justement. Où il était acteur et où il avait fait un film. C'était un drame. C'est nul. C'est nul. On voit très bien qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est du pathos à longueur de temps. Donc non, les gens malheureusement ils sont encartés là-dedans et c'est fini. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Après là on parle vraiment des gens qui sont populaires, qui sont très connus, parce que t'as aussi des réalisateurs de films qui passent dans des petits cinémas et qui d'ailleurs au final moi la fermeture des cinémas ça me fait rigoler et je me dis même tant mieux. Mais du coup ça m'attriste pour les réalisateurs pas connus qui s'efforcent de faire des bons films d'auteur, parce qu'il y a de très bons films d'auteur qui sont, ils sont originaux, ils ont une création, ils ont... Voilà le vrai cinéma en fait, enfin, si on peut dire ça. Le cinéma qui moi me donne envie, c'est ça. Et bon c'est dommage pour eux, mais c'est pas grave parce que il y a internet et le moyen de diffusion est en train de changer. Ça va changer c'est obligé, de toute façon il y a un moment il faut que ça change. Puis on peut pas lutter contre. En fait ce qui est marrant c'est que je me dis les gens qui sont très progressistes ils refusent de voir les salles de cinéma fermées. Alors qu'en fait c'est une preuve du progrès le truc. Ah oui d'accord, très bien, oui, bien, pardon j'avais pas compris, mais oui. Voilà, c'est-à-dire le progrès. Ouais bah le progrès c'est la fin du cinéma et Netflix. Hein. Et ça faut le comprendre, et Martin Scorsese l'a très bien compris. Et lui il est de l'ancienne école. Il n'y avait pas internet quand il a fait ses premiers films, il n'y avait pas de téléphone portable et tout ça, et le mec il te dit bon évitez quand même de regarder mon film sur un smartphone quoi. C'est balèze. C'est génial. Il a réussi à... Et en plus c'est un film qui parle des vieux. Oui. Oui. Tu vois, non, c'est vachement bien. Ah, bientôt le cancel de Martin Scorsese, attention, hein, parce que vieux, il est vieux. On va dire qu'il... Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'il il est blanc, il est vieux. Allez, cancel parce que trop vieux. alors que j'ai appris vraiment, j'ai appris un truc sur Scorsese qui m'a plu, c'est que la scène de nu avec Margot Robbie dans Le Loup de Wall Street, où en fait elle débarque, elle est à poil et t'as DiCaprio qui est subjugué. Oui, et ben en fait, à la base, Scorsese il avait écrit, l'actrice était habillée. Elle devait être habillée en nuisette ou un petit truc comme ça. Et c'est Margot Robbie. Et qui c'est qui a forcé ? C'est Margot Robbie qui s'est dit non, en fait c'est mieux, ça va être beaucoup plus percutant. Et je me dis mais oui, là ça sert carrément le propos, parce que la nudité au cinéma moi ça me gave, et en fait là ça sert carrément le propos, c'est un choc, c'est un vrai électrochoc pour tout le monde, c'est-à-dire t'es peinard, tu dis bon bah il va peut-être boire un verre, et qu'est-ce qui va se passer ? Bam ! Ah ouais d'accord, bonjour. Même pas le temps de ah bah pourquoi pas. Et c'est vachement intelligent. Et c'est vachement intelligent, et c'est vachement bien. Et du coup en fait Scorsese aussi sympathique apparemment qu'il puisse être, et enfin je veux dire humainement correct. Non, c'était ah bah écoute, si tu le sens, vas-y, d'accord, pourquoi pas, on fait ça. Ok, on fait ça les gars, c'est parti. Vachement bien.
Vachement Mais bien. on trouvera, tu verras qu'ils vont peut-être trouver un moyen de dire que puisqu'il avait de l'influence en termes de réalisateur, Margot Robbie a dit « Je fais ça parce que j'étais influencé ». Ils vont trouver des tournures, ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Alors, Oh là là, l'horreur. l'horreur, quasiment le nazisme. Quasiment. Alors, je ne voulais pas en venir nécessairement à politiser cet entretien, mais bon. Oui, non, bien... Autant, comme tu l'as dit toi-même, autant YouTube se politise, donc c'est pas nouveau, Oui. mais ça, comme tu l'as dit, ça s'intensifie, exponentiellement. Autant Oui. les gens se politisent, ils se politisent, mais seulement sur un côté politique, surtout aujourd'hui, à savoir le social. Oui. Tous les sujets aujourd'hui sont des raisons pour être des sujets de débat sur la politique sociale. Et bon, on avait déjà un peu parlé plus tôt, et j'espère ne pas te faire de répétition, mais compte tenu de ton engagement, et vis-à-vis de beaucoup de sujets, quel est ton point de vue sur cette politisation constante du discours? Pas nécessairement juste vis-à-vis de YouTube, mais son expansion sur la vie réelle, en fait. C'est horrible. C'est invivable. Parce que moi, tu vois, je suis le premier quand même. J'ai mon point de vue politique. Pour ceux qui se poseraient la question et qui veulent savoir, parce que tout le monde veut savoir, je suis tendance anarcho-droitard royaliste. Voilà, si ça peut. Voilà. Mais j'ai du respect pour. Alors, c'est très marrant parce que tu vas peut-être comprendre, mais j'ai Tony Soprano qui me regarde depuis tout à l'heure. Et dans Les Sopranos, il y a une phrase qui est très vraie. C'est c'est Tony qui le dit. Et qui veut du respect donne du respect. And it had nothing to do with they were brothers. You respected my father and you respect Richie. Those who want respect, give respect. See, he just told you to shut the fuck up. And he told me to go fuck myself. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont de gauche, qui sont communistes, qui sont machin. Je peux très bien ne pas être d'accord, qui sont voire même républicains. Alors bon, voilà, faut qu'ils aient des arguments assez lourds. Mais bon, je peux comprendre. Voilà, moi j'écoute et j'en apprends tous les jours. Et je trouve ça formidable. Le problème avec la politisation constante du discours, c'est que maintenant, en fait, je sais même pas si c'est en fait, c'est de la basse politique. C'est pas de la politique, c'est de la basse politique. C'est même plus de la politique de comptoir. C'est on cherche la petite bête, on cherche le truc, qui machin. Et ah, t'as vu, lui un jour, il a dit bonjour à Marine Le Pen. C'est un connard. Mais comment on en est là, et les médias s'en cachent pas pour balancer ce genre de saut de merde. C'est les premiers à faire ça, hein, c'est-à-dire oui, un jour on l'a vu, il est passé devant le... Non, il a dormi dans l'hôtel à côté du centre social de je sais pas comment on dit, du Rassemblement National. Je dis oh là là, putain, oh là là, oh putain, il connaît Philippot, oh putain, c'est vraiment un salaud. Mais arrêtez, faut arrêter le délire, 5 minutes, il y a des gens qui sont très bien dans tous les bords politiques. Il n'y a pas un bord... Si, peut-être l'extrême, mais je parle des deux extrêmes, hein. Ce qui est vraiment extrême, ça reste mauvais, c'est-à-dire le stalinisme, moyen chaud quand même, le goulag, tout ça. Ils ont fait de belles affiches, hein. Ouais. En fait, ça me fait penser à une blague, tu sais, qui vient souvent, c'est... Moi, que je fais, c'est genre, il y a quelqu'un, ah mais tu sais, moi je suis devenu végétarien. Ah ouais, mais tu sais qui était végétarien? Adolf Hitler. Voilà, c'est tout. Ça en fait, on vit comme ça, c'est-à-dire tu peux plus rien dire, c'est-à-dire si tu dis, ah bah j'aime bien la peinture de telle époque. Ouais, et ben Adolf Hitler il aimait bien, et Goebbels aussi. Et le rapport du coup, c'est pas parce que j'aime les frites et qu'Adolf Hitler aussi que je suis un salaud quoi. Enfin c'est... Mais en plus c'est horrible, c'est tellement insidieux que même en tant que du coup créateur, tu te poses un tas de questions et tu flippes pour un rien et tu te dis mais j'ai dit que je sais pas, tu dis un sujet très glissant, tu vois, je vais pas le dire pour éviter qu'on glisse, mais un sujet très glissant du côté du Moyen-Orient et après tu vois, même là en fait, rien que le fait que tu te censures de pas pouvoir en parler parce qu'on va te tomber dessus. Quiconque te tombe dessus, c'est terrible. C'est terrible pour des gens qui sont raisonnables, parce qu'il y a des tarés, hein. Faut pas non plus...
des grands malades, hein. Mais en même temps, ça rend complètement malade aussi ce genre d'attitude. Et moi, un jour, il y a un gars, il m'a dit peut-être que j'aurai un procès pour la reprise d'Angèle en mode balance ton PD. Il m'a dit ça. C'est possible, c'est possible. Mais je vois pas comment en fait. Enfin, c'est possible. Oui. Non mais c'est faisable, malheureusement c'est possible. Mais c'est un truc de dingue parce que moi je me dirais mais dans cette chanson j'appelle à devenir homosexuel. Et qu'est-ce que quoi? tu vois? Ils vont trouver des tournures, c'est comme je te disais avant, malheureusement. Mais ça, en tout cas ça me ferait bien rire quand même. Hein. Mais bon voilà. Bah, c'est un truc de. Très bien. Donc voilà. D'accord. Bah, si je peux me permettre un petit peu, moi aussi, de donner mon avis sur la chose, même si bien sûr. tu es l'intervenant, bah, c'est exactement ce que tu démontrais dans ta vidéo sur... c'est comment son nom? Le mec qui passait dans les trucs de bric-à-brac, là, je sais pas quoi, là... Ah, ils vendent des machins, ils font des enchères, des conneries, là. Chalençon, ah oui, ça. Chalençon, oui, avec la fameuse Mezouza. Ouais. En fait, vous avez de la peine malgré tout de. Je sais pas si c'est de ce qui se passe, de ce qu'on dit sur vous. Bien sûr que j'ai de la peine. C'est horrible. Enfin, on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde. Je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. J'ai une mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain. Voilà, c'est ça. Cette pauvre personne a fait une photo avec Dieudonné et du coup, allez, fini. T'as une carrière, etc. C'est fini, on ne veut plus te voir à la télé. C'est juste une photo. Oui. C'est même pas comme si il avait pris parti ou il avait dit quoi que ce soit. Non, c'est juste il a pris une photo avec quelqu'un un jour. Mais c'est... Mais je suis très content que t'en parles parce qu'au final, moi, bon, on tacle un peu Chalençon et tout ça, mais tout le monde est victime de ce truc-là. C'est-à-dire, enfin, tout le monde, ceux qui décident d'être victimes de ce truc-là, parce que demain, on sort une photo. Ah, Loïc, MRT, il était avec Dieudonné. Oui, bon, et alors Oui. Ah, mais vous trouvez pas qu'il est antisémite? Oui. En fait, c'est ça, c'est presque. Tu devrais presque en venir à un point où tu dois te dire toi-même que tu ne devrais pas faire ça, et du coup tu devrais t'interdire de faire des choses que tu as envie de faire. Ouais, liberté. Par égard pour les autres. Oui, non mais c'est ça. Voilà, c'est tout, c'est que... Mais en fait, c'est terrible, mais moi je refuse ça, c'est-à-dire... Ouais, je refuse catégoriquement, c'est infernal. Si t'as envie d'être pris en photo, imaginons je me balade à Paris, voilà, je suis à Paris, je sais pas, et là je vois Éric Zemmour. Et je me dis, oh tiens, je suis pas forcément un fan d'Éric Zemmour autre, mais je me dis, tiens, je vais faire une photo à la con avec lui, on sait jamais. Voilà. Et je fais une photo. Et après on me dit, ouais, mais vous étiez en photo avec Éric. C'est fini, tu es fini, Loïc. Ouais, bah il y en a, ils s'amusent à se filmer pendant leurs ébats sexuels et ils mettent ça sur internet. Bon, personne ne les fait chier. Non mais voilà. Je ne porterai qu'une très petite conclusion là-dessus, hein. C'est que si vous vous réjouissez aujourd'hui que ce soit les autres, demain ce sera peut-être vous. Ah oui, c'est quasi sûr, Et du coup, pour enchaîner, comme je le soulevais plus tôt, tu proposes un contenu très engagé sur ta chaîne, moralement et physiquement même. Comment est-ce qu'on fait face au discours contradictoires et plus spécifiquement aux discours contradictoires qui ne sont pas construits à base d'insultes, etc. C'est supprimer, bloquer, ban. Voilà. Ah voilà. Bon, bah. Non, mais... Alors, question suivante. non mais pour détailler la chose quand même, c'est-à-dire que quelqu'un qui débarque et qui détaille son commentaire, parce qu'il a la place, il n'y a pas un nombre de caractères limité, ou alors, et qui détaille le truc, et qui est constructif, et que je sens qu'il n'y a pas d'insulte ou autre, généralement je le laisse, et des fois je réponds, et je dis, ouais c'est vrai, bien vu, voilà. Bien vu, super. Ensuite, après, dire que je suis engagé, je vais faire comme Michel Sardou, mais j'aime pas. C'est-à-dire que je me sens pas engagé pour un point. Ce serait peut-être se moquer des gens qui sont indignes et qui refusent la dignité et qui refusent
une certaine morale. Je dirais oui, voilà, mais je suis pas pour autant moraliste, j'ai pas pour intérêt non plus de faire la morale aux gens, j'ai juste envie de peut-être de tenter de semer une petite graine d'une idée, d'une réflexion, et que la personne se dise ah oui, c'est vrai que vu comme ça peut être intéressant, et je fais passer ça via l'humour, parce que ça passe toujours mieux avec un petit peu d'humour, ça passe toujours un peu mieux. Et voilà. Ça marche pas toujours. Non, bien sûr, mais en fait ça marchera sur les gens sur qui je veux que ça marche. Si je voulais atteindre des ados, je ferais pas ce que je fais là maintenant. Et encore, j'ai vu dans mon public, il y a quand même des gens qui sont assez jeunes aussi. Il y a toute tranche d'âge, et ça me plaît. Mais où est-ce que j'en ai dit ? Mais je suis pas forcément engagé, c'est-à-dire que enfin, engagé mais pas politiquement, je suis pas militant. Je vais pas descendre demain avec des banderoles et dire oui, non, je suis pas militant, je l'ai jamais été, puis je pense que je le serai jamais parce que voilà, j'ai mes raisons. Mais oui, enfin, oui. Je sais plus c'était quoi le... La question c'était surtout vis-à-vis des... comment faire face, et c'est surtout du point de vue du moral que je posais cette question, de la psyché. Comment est-ce qu'on fait face à ces hordes de gens qui souvent sont en colère. Ils sont en colère, véritablement, contre toi. Il y a une erreur qui est faite, je pense au début, c'est de se dire bon, je laisse passer, puis tu prends sur toi, puis machin, puis tu essaies de faire voilà. En fait, écoute, je dis ça au créateur qui va se lancer là et qui hésite, tu l'emmerdes, parce qu'en fait lui, généralement, c'est peut-être un gros con qui est derrière son PC, qui a pas de vie, qui fait rien et qui rage. Parce qu'en plus, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les mecs qui ragent, c'est des mecs qui financent pas aussi. La plupart, moi, ce que j'aime beaucoup avec mes mécènes, mes investisseurs, ceux qui me donnent régulièrement sur Tipeee et autres, c'est que c'est eux, en fait, qui poussent les autres à donner du fric. Même moi, j'y pense pas forcément, mais ils disent oui, mais toi, tu donnes combien, hein? Allez, ta gueule. C'est génial, c'est super, parce que ça veut dire non, mais en gros, t'as rien donné, bon, bah, tu te tais maintenant. Arrête de... Et bien sûr, ça veut pas dire que quelqu'un qui ne donne pas n'a pas le droit de donner son avis, mais si c'est constructif, c'est très bien. C'est tout, on demande juste que ce soit constructif. Et c'est pour dire qu'en général, les mecs qui ragent, c'est des mecs qui donnent rien et qui sont impatients, qui n'ont pas de vie, ou du moins, moi je les imagine comme ça. Ils ragent sur leur clavier, ils s'en prennent à un petit mec qui a pas 10 000 abonnés, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce genre de guignol? Faut pas y prêter attention. Il faut le sentir en fait, c'est-à-dire, moi je vois un mec qui débarque et qui fait dis donc, nique ta mère, machin. Ok, ban, salut, bonne journée. Faut pas avoir peur de faire ça. Hein. Non mais c'est vrai, tu chopes le truc, tu supprimes ça, hop, et puis psychologiquement du coup ça va mieux. Parce que au fond de toi tu te dis, c'est bon, je lui ai mis un ta gueule, ça fait du bien. D'accord. Je vois. Très bien, très bien. Prochaine question, est-ce que tu penses qu'il y a un affrontement culturel qui cette fois-ci n'est pas générationnel, comme on a pu le voir depuis des années maintenant, mais plus d'ordre idéologique? Parce que j'aimerais donner mon point de vue sur la chose, mais je vais te laisser répondre avant. Donc, à savoir qu'on a vraiment des gens qui, aujourd'hui, se battent pour l'histoire. Est-ce que tu peux me répéter la question? Est-ce que tu penses qu'il y a un affrontement culturel, qui cette fois-ci n'est pas générationnel, mais d'ordre idéologique? Oui. Après, le détailler là, comme ça... Tu peux faire dans les grandes lignes, si tu veux. Tu veux dire un affrontement sur YouTube? Si tu veux, je peux donner mon avis, et puis comme ça, tu pourras rebondir sur la chose. Parce que de mon côté, j'ai vraiment l'impression que depuis quelques années, on est véritablement en train d'écrire deux histoires différentes. Ou peut-être même plusieurs. On a vraiment les gens qui sont ancrés dans cette réalité de tous les jours où il faut aller bûcher pour pouvoir manger, et les autres qui sont vraiment dans un monde idyllique du monde, qui ne comprennent rien à rien, et qui veulent vraiment faire en sorte que leur manière de voir le monde sera celle qu'on enseignera aux générations futures. J'ai l'impression d'avoir un groupe de personnes
qui est en train de décider et qui devra raconter aux enfants plus tard ce qui s'est vraiment passé. Et je trouve ça vraiment dangereux. Et du coup, c'est moi qui vais te poser une question. Les gens pour avoir plus de précision, les gens qui ne sont pas dans l'attitude d'aller bûcher, est-ce que tu mets dedans les gens qui attendent avec impatience un salaire universel? Oh non, je parle pas que de ces gens-là. Non, je parle vraiment plus de tout ce qui est citadin. Ah oui. Si tu veux, je peux être encore plus spécifique Vas-y. dans ma manière d'amener la chose, parce que je sens que tu essayes un petit peu de situer où avoir la question. Ouais. Il n'y a pas de problème, t'en fais pas. Je pense notamment aux médias, avec tout ce qu'on a pu voir par exemple aux États-Unis récemment. On a une coercition, c'est ça, une cohésion de médias qui ont dit c'est ce qu'il faut dire et pas autrement. Et si vous dites autrement, on ne vous écoute pas. Je trouve ça très dangereux parce qu'on a vu ce qui se passe quand un média fait ça en fait. Dans l'histoire, on a vu ce qui se passe quand un média décide de dire il n'y a qu'une seule histoire et c'est celle qu'il faudra raconter. Voilà. Eh ben, l'histoire est cyclique et on va revivre. Je pense que l'histoire est cyclique et on va revivre ça. Mais c'est-à-dire que, en fait, c'est marrant que tu parles d'histoire parce que ce qui va se passer, j'en suis quasi sûr, c'est que là on essaie de mettre ça doucement, de dire non, il faut dire ci et pas ça. Il faut dire. Dans le futur, on dira. J'en suis quasi certain, je sais pas quand ce sera, mais dans le futur on dira à cette époque, il était interdit de. Et on dira pas. Le héros suprême était Joe Biden ou le héros suprême était Emmanuel Macron. Non, je suis quasi sûr que dans le futur, et grâce aussi à des gens comme des gens qui sont sur internet et qui sont sur YouTube et qui se battent pour maintenir ce genre de discours, des discours historiques, des discours c'est faire effacer le mensonge. Je pense notamment, si des spectateurs s'intéressent au royalisme et plutôt à l'histoire de la Révolution, je les oriente vers Marion Sigaud qui est une historienne. C'est formidable d'écouter. Moi j'aurais adoré assister à des cours parce qu'elle est professeure, je sais plus, mais enfin, en tout cas elle est formidable et c'est très intéressant d'écouter comment ça fonctionnait. On apprend qu'il y a eu plein de mensonges. C'est là où on arrive. Il y a eu plein de mensonges à propos de la Révolution, à propos de tout ça machin, et c'est des mensonges qui sont véhiculés encore aujourd'hui, plein d'idées reçues sur la monarchie, et c'est là où moi je me fais un peu naïf et voilà, mais je suis persuadé que la vérité, même 200 ans plus tard, même 300 ans plus tard, elle réapparaît, et elle a fait mal, parce que les mecs comme moi ou qui aiment la vérité se disent oh putain, on m'a menti. Et on m'a menti pendant 200 ans, même si c'est pas possible, mais on m'a menti pendant 200 ans. Ça va faire mal. Ça va faire mal, tu vas voir. Et ça peut... moi je réagis de manière humoristique avec des vidéos ou même artistiques. Mais il y a des mecs qui réagissent pas comme ça. Hein. Il y a des types, ils vont... Et voilà, c'est des militaires, c'est des mecs que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup le... Petit aparté, j'ai beaucoup de respect pour l'armée et même les forces de l'ordre. En général, moi je voulais y rentrer, j'ai bien réfléchi, puis en fait c'est pas pour moi, mais beaucoup de respect pour les militaires. Et tête brûlée. Comment ? T'as une tête brûlée. Pas supporte pas l'autorité. Moi, vis-à-vis de l'autorité, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est... Je crois que c'est pas pour moi en fait, c'est pas... Non, je dirais justement vis-à-vis de l'autorité, je respecte. Voilà, par exemple, moi j'ai mon boulot, mon chef me dit Loïc, tu peux faire ça ? Oui, j'y vais tout de suite, pas de problème, tu vois, je discute pas les ordres. Moi je pense que j'aurais pas discuté les ordres, mais je sais pas, j'ai réfléchi profondément à la chose et c'est pas tant que ça, c'est encore autre chose vis-à-vis de l'armée et tout ça. Je pense que je suis beaucoup trop... je suis une fillette en fait pour rentrer dans la... Je pense que je suis plus fait pour faire rigoler les gens et en tout cas essayer de les distraire. Je suis beaucoup plus je sens au fond de moi que ça me parle plus. Et pour répondre, je voulais rajouter un dernier truc à propos de ça avant de faire le pont avec l'armée. Oui voilà, c'est que je pense que la vérité à un moment éclate et revient toujours. Et grâce à notre témoignage et même à ce qu'on fait maintenant, il n'est pas impossible que dans l'avenir, il y ait des petits gars qui aient 17...
c'est le retour de Madame Mère. Ah. Pardon. Baisse le ton, baisse le ton. Pas taper. Et donc, je pense qu'il y a des petits gars, tu sais, dans le futur qui se diront, ça j'espère, hein, mais c'était qui ces mecs-là? Ah, de quoi ils parlent? Oh, putain, c'est intéressant, ça me change de la soupe qu'on me sert à la cantine. C'est-à-dire qu'il faut, machin et tout. Ah, j'aime bien, lui, il est percutant. Parce que les gosses, je pense que les gosses, ils aiment quand c'est un peu trash, quand c'est un peu méchant, bête et méchant. Ils aiment bien ça. Et ils aiment bien, c'est-à-dire s'ils voient un personnage qui s'amuse à être désagréable. C'est pour ça que moi je crois que j'adorais De Funès quand j'étais petit, parce que je me disais mais c'est tellement un salaud, en plus il est lâche, et en plus mais quel enfoiré. Et voilà, et je pense que ça peut faire plaisir aux gamins, puis même quand t'es ado, c'est bien parce qu'il parle pas comme tout le monde, c'est obligé. C'est obligé, et c'est ça en fait le côté diversité, le bon côté, c'est-à-dire chacun, parce qu'il y a deux côtés de diversité. Il y a la diversité. Il y a la bonne diversité et la mauvaise. Elle est diverse. Mais il y a la mauvaise. Non, mais il y a la mauvaise qui, là, je peux répondre sans être un chasseur, mais qui cherche à uniformiser les gens. T-shirt Levi's, jean machin, je sais pas quoi. Tu sais, le gros Levi's là, le truc là. On uniformise. Je critique pas. Je veux dire, très bien, les gens peuvent très bien en porter, mais c'est le but, on uniformise les gens. Je suis pas le premier à le dire, Pasolini le disait, c'est pour ça que après j'ai réfléchi sur la chose. Donc, on cherche à uniformiser les gens de la même manière, l'Occident, enfin, je me comprends. Par contre, on détruit toutes les petites cultures qui soient dans les régions de tous les pays, les petits dialectes, les petits produits régionaux, les machins, les trucs qui sont de véritables différences. Et c'est formidable parce que tu peux être dépaysé d'une région à une autre, et ça c'est formidable. Et du coup, ça, je pense que ça tiendra pas. J'ai du mal à... J'arrive pas à me... Je pense que justement, dans le futur, la vérité continuera de ressortir, et ça fera mal. Je sais pas quand, mais voilà. D'accord, très bien. Bon, tout ça pour dire que personnellement, hein, je n'engage que ma personne en disant ça, je n'engage pas Loïc dans ce que je vais dire. J'invite toutes les personnes à parler. Prenez la parole autour de vous sur ces sujets que vous pensez primordiaux et parlez-en avec des personnes qui en valent la peine, votre famille, votre famille, vos proches, etc. C'est par ces gens-là qu'il faut commencer à parler. Soyez avenant et calme dans votre manière d'amener votre discours. Soyez intelligent et intelligible. Faites-leur comprendre qu'il y a des choses qui se décident en ce moment. C'est la base des bases. Essayez de voir avec les gens avec qui vous pouvez comprendre qu'il est possible de discuter. Et c'est à vous de faire cet effort d'élocution. Voilà. Et si je peux me permettre de rajouter, parce que je suis assez... Oui, bien sûr. Si je peux me permettre de rajouter un truc, n'ayez pas peur de vous confronter, enfin, je parle de manière cordiale, hein, et d'avoir un discours opposé à celui qui est autour de vous. Je parle même pour des gens qui seraient pas d'accord avec moi, mais s'ils sont dans un milieu, ils bercent dans un milieu qui pense d'une certaine façon, il faut essayer quand même d'aller voir ailleurs et d'en sortir et de se cultiver soi-même son petit jardin secret, voilà, pour faire un pont avec, je sais plus c'est quelle œuvre de Chacun a son jardin secret. C'est Candide ? Oui, mais j'étais pas sûr. Bon bah, non. Candide. C'est dans Candide qui dit il faut cultiver son jardin, il me semble à la fin. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je crois. Donc Voltaire, du coup. Voilà. Le salaud. Mais bon, ça c'est vrai, il faut cultiver son jardin secret et se faire une idée soi-même. Voilà, à être capable de penser par soi-même et éviter de se dire si c'était machin, qu'est-ce qu'il aurait fait. Il faut que ce soit vous. Voilà, mais ça c'est important, c'est vraiment créer sa personnalité, forger sa personnalité. Et moi je demande que ça, c'est qu'il y ait des personnalités fortes et diverses et variées qui existent, quoi. Parce que c'est mieux, c'est humain, donc il faut que... Oui, bien sûr. Moi j'en rêve, j'en rêve. Bref, maintenant que ça c'est fait, on peut passer à un autre sujet. Alors, étant familier de tes lives, je sais que tu es une personne avec l'esprit très florissant.
chaussettes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu nous réserves en termes de contenu pour plus tard sur ta chaîne? Alors, c'est une sacrée question parce que je brûle d'envie de parler des projets que j'ai et tout ça. Mais le truc, c'est que pour une fois, je travaille pas tout seul, donc c'est chouette. Et voilà, donc comment le dire sans le dire? Donc je travaille pas tout seul. Je dirais que ça, je pense que ça va être étonnant. Il va y avoir une petite surprise vis-à-vis de ce que les gens peuvent attendre sur ma chaîne. Et alors, ça va être un petit peu surprenant, mais pas non plus dépaysant. Vous serez pas dépaysés, je pense. Voilà. J'ai comme projet, moi personnellement, j'espère à un moment pouvoir refaire des courts-métrages, pouvoir refaire des trucs scénarisés. Voilà. C'est qu'en ce moment, bon, là c'est dans le vif maintenant. Je réfléchis à des vidéos assez plus faciles à faire. En ce moment, je réfléchis à faire des chroniques, mais des chroniques assez régulières. Mais donc je cherche mon angle d'attaque, comment amener la chose, et voilà. Je vais laisser un petit peu, je laisse un peu de côté, j'allais dire je laisse tomber, mais non, je laisse un peu de côté toutes ces vidéos qui me demandaient beaucoup de boulot, dire que ce soit au niveau du montage, du fond vert, des différents personnages, parce que c'est tout seul, ça demande vraiment beaucoup de travail. J'ai pas l'impression que les gens se rendent compte de ça au final, parce que ils voient le rendu final et ils se disent ah ouais, non mais à ce moment-là, oui non mais à ce moment-là j'étais en train de faire le montage et puis j'écrivais un autre truc et puis tu sais, tu t'organises, il faut quand même que tu t'organises. Mais je pense notamment à Zapping de France, c'était marrant comme écriture parce que je pouvais très bien commencer le zapping sur un point et pendant ce temps, pendant que j'étais en train de je me dis oh putain, je vais écrire la suite de ce truc, ça va être comme ça. Et ah oui, mais j'ai encore ce truc là à faire parce que j'avais dit que je ferais ça. Et puis du coup tu travailles sur tellement de trucs différents, c'est passionnant mais c'est usant. Et pour être assez franc, le travail que je fournis à ce niveau-là, s'il n'y a pas une rentabilité au niveau des vues, personnel, c'est purement personnel, c'est moi qui me fixe un barème, c'est-à-dire que si, imaginons que ça atteigne 5000 vues, je me dis, ouais, on peut peut-être encore en faire un, puis il faut que je le sente aussi. Mais si ça atteint 2000, vis-à-vis de mes abonnés, je veux dire, hein, du nombre d'abonnés que j'ai, c'est, voilà, si ça atteint 1000, 2000 vues, je me dis, bon allez, autant passer sur autre chose et tenter autre chose. Mais ça atteindrait un nombre assez conséquent et après ça peut venir de moi aussi, peut-être qu'il n'y a plus ce truc, il n'y a plus le truc que je peux faire. De toute façon j'arrive pas à tenir un format non, moi j'ai besoin d'explorer tout le temps, voilà. D'accord. Tu nous as déjà un petit peu répondu avant, mais est-ce que tu as d'autres projets hors internet? Donc on sait que oui, c'est le cas, mais est-ce que, donc suite de la question, est-ce que tu as d'autres créateurs à nous faire parvenir? Est-ce que tu as d'autres créateurs vers qui on devrait se diriger? Est-ce que tu as des conseils, en fait, tout simplement? Eh ben, ça me fait chier de dire ça, mais pas tellement. Attends, ça me vient pas tout de suite. Ils sont tous nuls. Ah, non, du tout. Non, du tout. Mais ça me vient pas là tout de suite, c'est peut-être aussi parce qu'en ce moment je m'éloigne un peu de YouTube exprès et même d'internet. Ça peut ne pas être forcément sur YouTube, hein. Ça peut être des gens des réalisateurs sur Vimeo ou ce genre de choses, hein, par exemple. Ah oui. Bah, j'en ai pas des masses parce que non, sinon en fait, c'est pas grave. Hein. Ouais, mais ça m'ennuie parce que c'est non, j'en ai pas tellement. C'est peut-être un défaut que j'ai, hein, c'est là-dessus. Ou peut-être, vu qu'on a beaucoup parlé de s'ouvrir, etc., d'autres créateurs qui, eux, aident à ce qu'on s'ouvre plus au dialogue, etc. Des chaînes? Des chaînes, bah, c'est encore une fois, mais je l'ai déjà conseillé 40 000 fois à plein de gens, et moi-même j'en ai marre de faire ça, mais le 30 jours, 30 vidéos de Teddy Boy est vraiment très bon. Ça aide beaucoup, je pense. Ça aide beaucoup à se lancer, vraiment, c'est vraiment aux petits oignons, c'est une super œuvre. Peu importe ce qu'on dira, moi je pense que c'est quand même une très belle œuvre complète qu'il a fait là-dessus. Il y a ça.
Donc il y a lui, encore et toujours. Et j'oriente aussi des... Bon là, aussi parce que c'est un copain, mais niveau création, j'oriente vers la chaîne de FO Widomarch, qui est un salopard de breton que j'aime beaucoup. Et avec qui on a déjà travaillé ensemble, et peut-être à l'avenir on retravaillera. J'ai orienté... Bon, c'est pas une créatrice, mais j'ai orienté vers Marion Sigaud pour le côté un peu historique et... historique. Politico-historique. Voilà. C'est très très intéressant, on apprend plein de trucs, moi ça me fait voyager dans le passé, c'est formidable. Peut-être plus qu'un Assassin's Creed. pour faire la ref avec le passé, peut-être plus. Non, plus, c'est même certain. Et voilà. Voilà, je pense que ça me fait chier parce que je suis sûr que je vais retourner sur ma chaîne, je vais me dire ah mais oui, mais évidemment, mais après c'est parce que je te prends un petit peu sur le fait, donc forcément. Mais c'est pas grave, c'est comme quand on dit c'est quoi ton film préféré voilà, on ne sait pas en fait quand on pose la question de but. Ah, mais je pourrais peut-être répondre, tu vois, à ça par contre. Ah, merde, bon, j'aurais dû poser la bonne question. Bon. Dans tous les cas, cet entretien touche à sa fin. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que ça se sera bien passé? L'entretien? Oui. Oh, très bien, un plaisir, très agréable, super. Voilà, abonnez-vous. J'attends le jour où j'aurai un entretien et puis il y a quelqu'un qui me dira dans le plus grand des calmes, non, à chier, j'en ai eu marre, au bout de 5 minutes, voilà. J'attends. Non, mais non, j'aurais bien voulu te dire, ouais, non, c'était chiant. Mais non, parce que c'était bien, c'était sympa. Bon, un super moment et j'espère que les spectateurs aussi. Tant mieux. Il est d'usage d'offrir au créateur l'opportunité de nous donner son mot de la fin. Ça peut être une phrase, ça peut être une pensée, mais s'il y a un mot que tu voudrais partager au spectateur, quel serait-il ? Tu sais que... Alors, je me permets de rajouter ça. C'est chiant, ce truc. À toi, le mot de la fin. Ouais. Mais non. Mais bon, du coup, si, j'ai quand même... Je pense que c'est même pas moi qui l'ai dit, et je citerai le grand Jacques. L'important... En fait, c'est si vous avez peur, ce n'est pas l'important c'est d'affronter sa peur. C'est-à-dire que si vous avez peur de vous lancer sur YouTube, affrontez-la, affrontez cette peur. Si vous avez peur de parler à une fille, je sais c'est dur, je sais les gars, c'est dur, je le sais, moi aussi, hein, je sais. Allez-y. Quitte à vous péter la gueule, quitte à vous faire mal, à vivre des trucs qui vont pas être faciles. Là, il vaut mieux, je dirais que l'important, voilà, je vais finir là-dessus, l'important c'est l'intensité de votre vie, de manière saine, hein. Il faut que ce soit sain, il faut pas la drogue, machin. Il vaut mieux avoir une vie intense et courte que longue et chiante en fait, pour paraphraser un peu le grand Jacques. Voilà, je dirais ça pour finir. D'accord, très bien. Vivre avec la peur, d'accord. Vivre dans la peur, non. Alors vivre avec, si je peux me permettre, parce que c'est important. C'était le mot de la fin. Non, c'est vrai, t'as raison, mais je trouve ça important. La peur, c'est quelque chose. Non, vas-y. Il faut l'affronter en fait. Vivre avec. Ouais, dans un sens, mais oui, c'est ça. T'as raison, mais faut l'affronter. C'est ça le plus important. L'affronter. Et par contre, je suis d'accord. Vivre dans la peur, non. Bah, excuse-moi, pardon. Il n'y a pas de problème. C'était donc une interview de Loïc, de la chaîne Loïc MRT. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube, mais aussi à le suivre sur ses réseaux sociaux. Tous les liens, de toute façon, seront dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Merci à toi, Loïc, de t'être prêté à l'exercice. Merci à toi pour l'invitation. Je vous dis à bientôt à tous et prenez soin de vous.